Nous étions en train de parler du Brexit, c'est le jour J dans quelques heures maintenant. La Grande-Bretagne quittera officiellement l'Union européenne. Donc la question était de savoir si les choses avaient été quand même bien expliquées en 2016 aux Britanniques avant ce vote du oui pour le départ. Ibrahim Adja. Oui, je dirais que ça a été bien expliqué. Les gens savaient pourquoi ils optaient pour la sortie de l'Union européenne. Et Tommy l'a rappelé, c'est qu'à un moment donné, leur vie de communautarisme n'avançait pas les autres pays, avec le problème qu'il y a eu en Grèce, l'Union européenne qui était obligée de soutenir la Grèce avec des prêts budgétaires, avec des redressements, tout ça là, et bien, finalement au finish, ça n'a pas permis quand même de redorer les choses au niveau de la Grèce. En dehors de ça aussi, les Britanniques aussi, par rapport au dynamisme de leur économie, voudraient avoir aussi des libertés pour pouvoir mener bien les transactions et construire une nouvelle industrie, une nouvelle économie, surtout que celles qu'elles ont actuellement, surtout les industries qui sont actuellement au Royaume-Uni, sont presque vieillissantes, ça date de la révolution industrielle. Et donc il y a beaucoup de choses que les Britanniques ont estimé que c'était le moment quand même de repenser leur pays par eux-mêmes et non de recevoir les ordres venant de Bruxelles. Vous comprenez? Donc c'est une question de fierté et qui connaît les Britanniques, il y a une forte souveraineté et une forte proportion tournée vers ce que nous appelons le nationalisme, le conservatisme. Ça explique même la victoire des conservateurs aux législatives anticipées. Il y a beaucoup de Britanniques aussi qui ont carrément grandi sous la communauté. Alors on aimerait aussi faire tenter d'autres expériences pour voir ce que ça pouvait donner en voyant les autres pays qui ne sont pas membres nécessairement des communautés mais qui évoluent. Et on pense même que c'est les autres plutôt qui amènent des charges au pays, donc il vaut mieux s'affranchir de ces charges-là. Mais ce n'est pas sûr que côté économique, côté commercial, que les Britanniques s'en sortent très vite. Il faut peut-être du temps pour se reconstruire. Pas se construire parce que quand même ils ont une base, contrairement à nos pays africains, mais se reconstruire sans la communauté, ça ce n'est pas aussi facile, mais il faudra du temps. Moi ce que je crains c'est que quand il y aura un changement, parce qu'aujourd'hui avec Johnson, Boris, on est effectivement comme un poisson dans l'eau, dans ce qu'il avait prédit lors de sa campagne. Lui, il est pro-Brexit, il n'est pas pro-européen. Alors aujourd'hui, c'est lui qui est au pouvoir, effectivement, c'est lui qui est le tout-puissant. Est-ce que s'il y a d'autres dirigeants qui montent dans les décennies qui vont suivre, est-ce qu'on ne va pas avoir un changement de décision? Est-ce qu'on ne va pas travailler effectivement les citoyens pour revoir ces décisions? Ce n'est pas toujours il faut passer sous l'angle de protectionnisme, parce que vous voyez actuellement la tendance mondiale c'est le protectionnisme avec les USA, Donald Trump aussi, surtout Donald Trump, la Chine qui donne aussi son autonomie et tout ça. Donc là, au niveau de la Grande-Bretagne aussi, il y a cette volonté d'aller vers ce protectionnisme et surtout consolider ce qu'ils ont. Vous avez vu ce que la Grande-Bretagne commence à faire avec l'Afrique. Tout le monde essaie d'aller vers le continent africain. Et effectivement, les Britanniques ont eu à commencer par faire les yeux doux aux Africains. Voilà que nous ne serons plus membres de l'Union européenne. Nous pouvons traiter directement avec vous. Voilà les atouts que vous avez. En même temps, donc, ce sera l'Europe des 27. Je pense que ça passera maintenant à 26. Angleterre contre 26, c'est pas quand même facile, hein? Ben en réalité, c'est là où moi je dis, c'est là où ceux qui ont été les initiateurs, n'est-ce pas, de ce projet-là ont failli. C'est un avis personnel parce que je me dis on peut être aussi puissant, mais tout en restant modeste. Parce que les réalités de la vie, les défis actuels du monde même, je me demande si une seule nation peut relever les grands défis de ce monde. On peut être puissant militairement parlant. Les États-Unis, c'est quand même sur la base fédérative. C'est pour vous dire qu'en réalité, moi, je pense que oui,
l'actuel Premier ministre, M. Boris Johnson, il a réussi là où Madame T a échoué. Mais je dis, ça va être peut-être contre-productif. C'est vrai, aujourd'hui, on est un peu dans l'euphorie. Mais honnêtement, je fais mes petites analyses là-dessus. Je me dis, on a quand même trop osé. C'est comme si en Afrique, quand nous prenons un peu le cas de la CEDEAO, le Nigeria, c'est quand même plus de 75% du PIB de la sous-région. Le Nigeria, il est super puissant, mais il n'a jamais émis l'idée de sortie. Il a un grand poids même dans toute l'Afrique. Voilà, sur le plan africain. La deuxième économie du continent. Pas l'Afrique du Sud, je crois, c'est le Nigeria. Mais disons-nous la vérité, le Nigeria fait partie de ceux qui ont même consolidé cette idée, cette de communautarisme. Et vous allez voir que dans cette histoire de ECO-CFA que Abidjan soutient solidement, le Nigeria n'est pas d'accord parce que le Nigeria et le Ghana soutiennent fortement que c'est une idée commune et que ça devrait être un processus conduit par l'ensemble des États de la CEDEAO. C'est pour vous dire qu'ailleurs on comprend, c'est vrai. Parce que nous sommes en Afrique, on dira que oui, Nigeria par rapport au Royaume-Uni, c'est un peu le jeu la nuit, mais je ne suis pas trop d'avis parce que c'est une question de vision. Ce n'est pas forcément ailleurs qu'on fait mieux. Vous voyez aujourd'hui, comme je le disais, le Nigeria, il est super puissant en Afrique, mais n'en demeure pas moins qu'il reste soudé aux autres États de la communauté. C'est pour vous dire que... De la CEDEAO. Et le Nigeria paie même... force fédérative. Le Nigeria paie même le prix. Et donc, vous voyez, même au niveau du Royaume-Uni, on n'est pas prêt véritablement. Parce que si on demande... Bien qu'on soit déjà sorti de l'Union, qu'on demande de prolonger un peu, en tout cas, la période de voilà, qu'on puisse transition. utiliser les tests de la fédération de l'Union jusqu'en décembre. C'est pour dire que oui, ce que nous voulions, on l'a eu, mais en réalité, on n'est pas vraiment prêt parce que vous voyez, aujourd'hui, on demande beaucoup plus des accords de libre-échange comme l'Union l'a signé avec le Canada. Et donc, oui, on a eu ce qu'on a, mais il me semble qu'on n'a pas trop toutes les armes qu'il faut pouvoir affronter. Est-ce qu'il n'y a pas, par rapport à ce que dit Magloire, il n'y a pas un risque pour l'Union européenne maintenant d'être revanchard, de vouloir faire un bloc pour montrer à celui qui a osé quitter qu'il ne fallait pas? Non, au sein de la communauté, il y a des règles. Parce qu'il y a des choses qui peuvent faire tache d'huile. On a parlé à un moment donné de l'Italexit, tout ça. Aujourd'hui, l'UE va vouloir montrer que, attention. Ça peut inspirer d'autres pays. Mais prenez déjà le temps qu'a duré les négociations. Pratiquement qui ne sont pas finis. Plus de 3 ans. Plus de 3 ans et ça continue. Alors aujourd'hui, il faut dire que l'Union européenne sera amenée à revoir ses tests. Pour voir encore plus l'éventualité de la sortie de certains pays et qu'est-ce qu'il faudra peut-être imposer. Parce que si... C'est ça ou plutôt le contraire? Ou améliorer. Oui, si on s'était bien préparé, je crois qu'on n'aurait pas eu assez de temps pour faire cette négociation de la sortie d'un pays. En fait, adhérer à une union communautaire, c'est libre. Personne ne vous force. Mais il est conseillé d'y être. Maintenant, aujourd'hui, si on peut faire le chemin jusqu'à des décennies après et on tourne le dos à l'Union, oubliant tout ce qu'on s'était dit, faisant voler les promesses, les ententes, les contrats comme ça en éclat, l'Union européenne sera amenée à revoir un peu son test. Ensuite, il y a des pays comme les pays qui ont véritablement créé l'Union européenne, l'Allemagne, la France, le Pays-Bas et autres, qui ne veulent pas effectivement que leur projet tombe à l'eau et ils sont plutôt en train de tenter à faire l'impossible que ceux qui peuvent encore adhérer à l'Union viennent. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la sortie de la Grande-Bretagne va faire tache d'huile, mais en même temps aussi ça va donner beaucoup plus d'expérience à l'Union pour prendre des dispositions pour des cas pareils. Et si un pays veut sortir, il faudrait que le pays voit quand même sa puissance.
Aujourd'hui, la Grande-Bretagne peut sortir facilement. C'est la deuxième puissance de l'UE. Voilà. Donc, mais prenez un pays comme la Grèce. La Grèce n'a pas intérêt parce que c'est plutôt l'Union qui vient au secours de la Grèce. Donc, effectivement, il faudrait rester ensemble. En réalité, ensemble, on est plus fort. Et c'est cette erreur qu'il ne faut pas connaître quand on est dirigeant d'un pays. Vivien l'a dit. Moi, je dis que ça commence déjà pas à faire tache d'huile parce que vous voyez, le Royaume-Uni, c'est quand même une fédération. Et aujourd'hui, il y a certaines îles qui étaient beaucoup plus dans la dynamique indépendantiste. Aujourd'hui, que le Royaume-Uni a réussi à sortir, n'est-ce pas, de l'Union, eh bien, ça a ravivé, n'est-ce pas, cette flamme au niveau de plusieurs îles qui veulent maintenant actionner, n'est-ce pas, leur processus pour pouvoir sortir également du Royaume-Uni. Donc, je crois qu'il y a un gros risque que finalement le Royaume ne se morde les doigts. Il y a aussi ces questions qui restent, notamment la question des frontières, je pense, entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Il y a aussi la question de la pêche, parce que beaucoup de pays convoitent les eaux territoriales de la Grande-Bretagne. Et donc, il faut régler ces questions-là. Et les questions économiques, donc beaucoup de sujets. Et on estime que le temps, la période d'observation jusqu'en 31 décembre ne sera pas très suffisant pour régler toutes ces questions. Oui, parce que tout a été évoqué au niveau de Bruxelles. Et c'est convenu que la période de transition là, au cours de cette période de transition, si les négociations n'aboutissaient pas, on peut prolonger jusqu'en 2022. Et donc, au moins, ils ont prévu une marche et certaines dispositions qui puissent amener la Grande-Bretagne à ne pas se sentir tout de suite, disons, orpheline de l'UE, parce que son départ implicitement doit avoir des impacts. Il y a beaucoup de choses qu'elle va perdre par rapport à son départ de l'Union européenne. Mais elle va gagner aussi quelque part. De la même manière aussi, c'est que de l'autre côté, c'est qu'elle va gagner. Parce que dorénavant, elle va percevoir les taxes par rapport à tous les pays qui vont vouloir essayer des transactions économiques avec elle. Et en tout cas, il y a aussi l'immigration. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne peut surveiller l'immigration. Il n'y a plus à dire nous sommes de la même communauté, donc il faut nous laisser rentrer. Et il y a le paiement des taxes. On ne va plus faire cadeau aux pays. Et même ceux qui ont quitté l'espace, les autres pays qui sont allés vers la Grande-Bretagne dans le cadre en tout cas des accords de l'UE, aujourd'hui sont obligés maintenant de prendre les cartes de séjour, des autorisations de séjour. Ce n'est pas encore, on dit que l'option de séjour permanent n'est pas encore envisagée, mais c'est des séjours à renouveler des périodes d'années. Mais ce qui est sûr, ce qui est intéressant dans tout ceci, et c'est un avis personnel, moi j'ai aimé quand même que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne et pour revoir un peu comment reconstruire son économie, comment se redéployer et pourquoi pas suivre l'exemple chinois. La Chine qui est en train de montrer qu'elle est capable de prendre la première place. Mais la Chine et la Grande-Bretagne, c'est pas la même chose. Pour une population vieillissante d'ailleurs au niveau de la Grande-Bretagne, pour des industries datant d'une époque, par rapport à la Chine, qui est quand même des potentialités en matière de mais comme tous les autres grands pays de création, en matière de puissance industrielle. Et donc si elle veut véritablement redécoller, je pense que c'est le moment. Espérons que les Britanniques soient vraiment prêts et qu'ils se mettent à l'œuvre pour nous montrer que voilà, nous sommes sortis parce que nous étions capables de voler de nos propres ailes. Oui, Samuel, ce qui a peut-être d'intéressant sur le sujet, c'est que au-delà de tout, nous sommes purement sur un terrain diplomatique où tout peut basculer à tout moment. Ça peut être une expérimentation. Eh bien, on peut l'essayer, voir, parce que, comme le confrère Ibrahim l'a dit, ça peut être peut-être le cas de la Chine qui a motivé. On ne va pas leur refuser cela.
peut-être ils prendront le temps. Ce n'est pas pour rien que moi, je continue pas à mener mes réflexions par rapport au prolongement de la date jusqu'au 31 décembre, ou s'il faut même aller jusqu'à 2022. Ça voudra dire que rien n'est perdu. Si on gagne, c'est que on peut continuer, mais si on sent que en tout cas devant n'est pas aussi clair que ça, on va tenir les négociations. Voilà, on peut revenir à tout moment. Déjà, ce qui est sûr, c'est que la Grande-Bretagne ouvre encore plus ses portes pour les Africains. Et les dirigeants l'ont dit, nous voulons traiter avec vous d'égal à égal, sans intermédiaire, sans les ACPUE, tout ça là. Alors faisons des accords au niveau de nos deux États, et en même temps aussi votre jeunesse peut venir étudier chez nous. J'ai entendu ces mots aussi. Votre jeunesse peut venir étudier chez nous, pourquoi pas travailler. On espère que les paroles seront respectées. Passons maintenant à notre second sujet, la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a gardé jeudi lors de la cérémonie de présentation de vœux à la presse le mystère sur les révisions qu'il compte apporter à l'occasion, apporter à la Constitution, mais promis qu'elle aura lieu en mars-avril. Cette révision constitutionnelle annoncée en fin d'année 2019 et dont on ne connaît pas encore le contenu fait l'objet d'une levée de bouclier de la part de l'opposition. L'ancien allié de Ouattara, le PDC d'Henri Konan Bédié, parle de tripatouillage, et l'ancien chef de la rébellion, Guillaume Soro, lui, juge cette révision inacceptable. La communauté économique des États de la CEDEAO ne souhaite pas de révision de la Constitution au moins 6 mois avant la date de l'élection. Comme l'élection est le 31 octobre, ça veut dire que la révision aura lieu en mars ou avril, a déclaré M. Ouattara, qui précise: je ne vais pas vous dévoiler aujourd'hui les modifications, mais dans quelques semaines, en mars ou avril, j'aurai l'occasion de le faire, a-t-il conclu. Vous comprenez, Magoula Kevi, que c'est-à-dire on est sur un continent où un président décide lors d'un discours à la nation: je vais faire une modification de la Constitution comme si c'était une propriété privée, et il dit: je ne vais pas vous dévoiler ce que je veux modifier. Oui, c'est là tout le caractère complexe, n'est-ce pas, de nos dirigeants africains. Quoi qu'on dise, le président Ouattara, il fait quand même partie de ces chefs d'État qui, en tout cas, constituent, n'est-ce pas, la locomotive du train Afrique à l'heure actuelle. Mais est-ce qu'il donne vraiment le bon exemple à la jeunesse, aux populations, à chacun de le dire? Mais moi, je crois fondamentalement que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça m'amène beaucoup plus à analyser, au-delà des personnages que nous voyons, la vraie nature des hommes que nous connaissons, qu'ils soient économistes, politiques ou je ne sais pas quoi. Mais parce que je me dis, c'est à leur arrivée au pouvoir qu'on connaîtra vraiment s'ils sont des vrais politiciens, s'ils sont des démocrates convaincus. Vous l'avez dit, le président, il décide un beau matin, parce qu'il a peut-être rêvé de quelque chose la nuit, et il dit: on va modifier la Constitution. Mais au même moment, il dit: je ne vais pas dévoiler ce qu'il y a dedans. C'est dire de façon formelle que même son entourage n'a pas une idée claire de ce qui est le contenu même de son projet. Parce que quand vous suivez un peu l'actualité, on dit que sur le projet de révision constitutionnelle, il ne discute qu'avec un cercle restreint de conseillers, notamment son premier ministre, son directeur, et en tout cas son ministre de la Défense, et son petit frère même, qui est chargé des affaires présidentielles, et un certain nombre de cadres de son parti RDR avec qui il forme un cercle restreint. C'est pour dire que en réalité, c'est un conglomérat d'acteurs qui veulent décider de la vie, en tout cas de ce qu'il faut imposer aux populations. Mais il y a également des indiscrétions qui font croire que en réalité le projet constitutionnel veut, en tout cas, se situe à 3 ou à 4 niveaux. D'abord, il semble que le président Ouattara veut limiter, n'est-ce pas, l'âge à 75 ans, ce qui exclut de fait les trois challengers, parce qu'au-delà de ça, il faut voir une guerre de loin entre Ouattara, entre Ouattara et Bédié, entre Ouattara et Babo, et c'est au niveau des trois. Et donc, il veut imposer la limitation d'âge pour pouvoir
s'excluent eux trois. Et après, il se dit également que on veut annuler le scrutin à 2 tours pour revenir à un seul tour. Et après aussi, vous savez que la Côte d'Ivoire a cette particularité-là d'adjoindre, n'est-ce pas, au poste de candidat, un poste de vice-président, voilà, de vice-président ou de colistier. Et donc, il semble qu'on veut également et faire disparaître cela dans la nouvelle constitution. Mais dans l'ensemble, je crois quand même que c'est un débat qui a cours et comme vous l'avez dit, l'opposition n'est pas d'accord, mais on verra jusqu'où ira le président Ouattara dans son projet. En tout cas, dans ses vœux à la presse dont je parlais et dans le discours qu'il faisait, il a dit, je vous rassure à nouveau, il n'y aura pas d'exclusion de qui que ce soit, même si vous êtes centenaire, vous pourrez être candidat. C'est ce qu'il a dit, une façon d'ironiser. Alors, s'il est quand même assez cachotier, comme on le voit, c'est que les modifications qu'il veut faire sont quand même importantes. Moi, je vais vous surprendre en vous disant que quand tu prends les tests de plusieurs pays africains, le président a le droit de modifier de faire modifier. Oui, ça on ne refuse pas. Alors, il a le droit, effectivement, d'annoncer qu'il aimerait, en tant que président, donc institution de la République, il aimerait procéder à une modification. Mais est-ce que ça ne frise pas le ridicule quand vous avez fait une modification, même pas une modification, une nouvelle constitution, il y a 4 ans seulement? Vous savez, ça dit les gros penseurs qu'on n'a pas réfléchi à toutes ces éventualités. C'est purement politique. Les choses ont changé depuis là. Beaucoup d'eau ont coulé sur le pont. Vous savez qu'on était peut-être en bon terme avec M. Soro. Guillaume, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On était sûr que Gbagbo était scellé à la CPI. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Gbagbo est en liberté provisoire. Quoique on ne sait pas trop ce qui va arriver le lendemain. Mais aujourd'hui, l'alliance avec Bédier, ce n'est plus tellement ça. Alors, M. Ouattara, Alassane, qui veut soit maîtriser celui qui va gouverner le pays après lui pour s'assurer de beaucoup de choses. Parce que vous savez que la Côte d'Ivoire a connu une guerre sans merci avec des milliers de morts. Alors, tôt ou tard, il faudra rouvrir cette page-là. Alors, si tu ne sais pas bien partir, tu risques d'être rappelé. Alors, il faut s'assurer d'un certain nombre de choses. Et faisant ces calculs politiciens, M. Ouattara a très vite fait d'annoncer. Et la primeur à la presse, pourquoi? Bon, j'aurais voulu que ça se passe chez nous aussi. Nous, on n'a même plus droit aux vœux que notre président appelle la presse pour la présentation de vœux. On est aujourd'hui à la veille de février. On peut le faire toujours avant le 7 février. Quoique avec la campagne, c'est difficile maintenant. Mais ce qu'il faut saluer d'abord, c'est cette façon d'accepter de répondre aux questions de la presse. Ça, je l'admire. Même il y a eu des questions, excusez-moi, qui sont passées à côté, des questions qui ne valaient pas la peine, mais qui ont été posées au président, et il a répondu. Même quand il est énervé, vous sentez qu'il essaie de contenir sa colère. Il a répondu aux questions. Mais aujourd'hui, ce que M. Ouattara veut faire, en réalité, c'est s'assurer d'un lendemain meilleur, prendre les dispositions pour ne pas être rattrapé, et ses meilleurs porte-parole, c'est la presse. C'est la presse qui pourrait l'aider à ventiler effectivement très vite cette information. Alors justement, par rapport au développement de Vivien, quand il dit qu'il veut s'assurer une porte de sortie, vous pensez à ce que nos dirigeants ont pris l'habitude de faire ces temps-ci, c'est-à-dire le président ne peut être poursuivi pour aucun des actes posés dans son mandat, il devient sénateur à vie avec un rang de préséance et tout ça là, des trucs comme ça? Non, Tommy a parlé du contexte politique ivoirien qui a évolué. Et aujourd'hui, entre lui et Guillaume Soro, le faiseur de roi, c'est le désamour total. Et en dehors de ça, il y a Henri Konan-Bédié qui n'est plus un allié sûr. Il y a aussi le cas Gbagbo et Blé Goudé. Vous avez vu ce qui se passe actuellement.
s'il advenait que ces gens-là recourent totalement leur liberté, c'est qu'ils vont revenir dans le pays et du coup, les cartes politiques vont changer dans le pays. Il y aura une redistribution des cartes politiques dans le pays. Et donc, il y a tout ceci qui peut amener M. Ouattara à aller vers une révision constitutionnelle, comme le disait Toumi, pour assurer ses arrières. Parce que si tout ce beau monde-là revenait en Côte d'Ivoire, c'est que les alliances vont se nouer, ce seront même des alliances qui seront contre sa personne. Et là, s'il n'y a pas des tests constitutionnels assez solides pour le protéger, il sera pris comme le dit souvent un ministre de la République, comme une poule. Peut-être même l'avion qui va ramener Babo sera l'avion qui se chargera de l'amener vers la haie. Et donc, dans ces conditions, les présidents africains ont peur. Et tous ces présidents-là qui ont peur et qui introduisent des dispositions pour pouvoir s'assurer certaines immunités, c'est des présidents qui se reprochent beaucoup de choses. C'est des présidents qui n'ont pas géré le pays comme il se doit. Mais ils oublient que de la même manière qu'eux ils modifient, d'autres peuvent venir et changer carrément. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est que ça va prendre un peu de temps. Le problème c'est que quand on est dans un palais présidentiel, on pense que la vie s'arrête là-bas. Non, il ne faut pas faire d'erreur. Si on modifie justement, c'est pour bloquer la voie à ceux qui pourraient venir pour vous créer des problèmes. Non, mais on peut carrément changer une constitution. Hein. Oui. On peut changer une constitution. Monsieur Ouattara a combien aujourd'hui? Il est âgé de... Il a 78 ans. 78 ans. Alors, s'il faut dans 5 ans ou 10 ans tenter vous de... lui donnez plus... Ça ne lui dit plus grand-chose. C'est justement ça. J'aimerais aussi souligner rapidement, par rapport à l'équipe qui travaille sur le projet, ne nous trompons pas, chaque président a toujours son cabinet officiel et un cabinet... un shadow cabinet, oui. Donc, il y a des tâches. Si vous prenez le Togo, le président Faure Gnassingbé officiellement attribue des tâches à faire, mais en même temps aussi, il appelle d'autres conseillers à qui il confie le même travail. Le nécessaire, c'est que par la suite, on sache ce qui est réellement dans le nouveau test. La pause, et on va aller à la pause. C'est vrai, mais on revient. L'inquiétude, c'est que ces présidents...